Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Let's Talk. Mon invité aujourd'hui s'appelle Monsieur Coubeterzier Constantin Dabiré. Il est expert comptable, il est cadre de la Banque ouest-africaine de développement en disponibilité. Il s'intéresse depuis une vingtaine d'années aux sujets relatifs au financement et au développement des infrastructures en Afrique. Il est enseignant, il fut conseiller spécial du Premier ministre du Burkina Faso en charge des partenariats publics-privés entre 2016 et 2022. Il fut également président du conseil d'administration de la Banque agricole du Burkina Faso de juillet 2020 à juillet 2023. Et s'il est avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il a publié ce livre. Financement et gouvernance des infrastructures via les partenariats publics-privés, menaces et perspectives dans le contexte de l'Afrique subsaharienne. Monsieur Dabiré, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir de vous avoir parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de partenariats publics-privés sur le continent africain, mais beaucoup ne savent pas que ces partenariats publics-privés ne datent pas d'aujourd'hui. Vous avez évoqué dans la postface du livre, il y a la personne qui signe la postface qui dit que ça remonte au 19e siècle. Et comment cela se fait-il? Merci. Et je pense que je profite de cette occasion pour remercier cette personne qui est le professeur Éric Lamarck, qui est le président des IAE de Paris. Effectivement, lorsque nous regardons un peu la construction des villes africaines, depuis la période des indépendances, les colons qui se sont installés dans ces villes pour administrer nos pays avaient besoin d'un certain nombre d'infrastructures, notamment des infrastructures, je dirais, portuaires, aéroportuaires. Et la construction, la réalisation, le financement de ces infrastructures était le plus souvent confié à des entreprises privées, où ces entreprises privées étaient impliquées, et c'était des entreprises coloniales. Et lorsque nous regardons un peu les infrastructures dans le domaine de l'assainissement, de la distribution d'eau, les infrastructures dans le domaine hospitalier, elles étaient financées, elles étaient construites du temps colonial. Et ces infrastructures permettaient vraiment de prendre en charge, pour ce qui concerne les infrastructures hospitalières, aussi bien les patients des colons que nos patients, les patients africains. Donc c'est dire que cette problématique des PPP en Afrique date de longtemps, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et ces infrastructures étaient construites et gérées le plus souvent sous la forme de concessions. Et ces concessions étaient donc, comme je le disais tantôt, confiées à des grands groupes. Quand vous voyez le groupe CFAO, vous voyez un peu le groupe Bolloré. Mais regardez un peu leur existence. Ils sont en Afrique depuis un certain temps. Et je dirais même depuis la période, je ne dirais pas post-coloniale, mais antécoloniale. La période des comptoirs coloniaux. Exactement. Oui. D'accord. Alors, nous avons beaucoup entendu parler des PPP, les partenariats publics-privés, dans la foulée des années 80, parce qu'on parlait des économies africaines qui étaient dans une situation pas toujours soutenable et qu'il fallait faire quelque chose pour améliorer la situation des pays. Et donc, on a beaucoup parlé des partenariats publics-privés, mais vu sous l'angle des institutions financières internationales. On a cru que cela permettrait d'améliorer la santé des économies africaines. Est-ce que vous pensez que cela a permis véritablement, entre les années 80 et aujourd'hui, d'apporter un mieux dans la gouvernance des pays et des entreprises africaines? Justement, revenant sur cette historique des PPP, je dirais d'abord que dans les années 80, en réalité, on a constaté la faillite des entreprises publiques. Et l'essentiel des entreprises de nos États africains étaient des entreprises publiques qui avaient connu des problèmes de malgouvernance et certains étaient en faillite. Donc, effectivement, les institutions telles que la Banque mondiale ont préconisé, je dirais même pas les partenaires publics-privés, ont préconisé la privatisation de ces entreprises et en d'autres termes, le transfert de propriété de ces entreprises à des entités privées. Et lorsque nous regardons très bien, ces entités privées étaient d'obédience occidentale, et si vous avez pu le constater. Mais je crois qu'avec le temps, avec les retours d'expérience, on s'est rendu compte que la privatisation n'était pas la solution. La preuve, dans certains secteurs, tels que le secteur justement de l'eau, de l'assainissement, regardez un peu en Côte d'Ivoire, regardez au Sénégal, des entreprises donc, à charge de la distribution d'eau ont été privatisées, mais ont été reprises par les États. On a même vu dans certains pays des sociétés de distribution d'électricité qui ont été privatisées et par la suite reprises par les États en raison du fait que ces entreprises, le plus souvent, à qui on confiait
ces entités, à qui on transférait la propriété de ces entités, avec des objectifs bien précis. La maximisation de leurs profits, c'est normal. Une entreprise qui fonctionne, elle veut maximiser son profit. Elle veut donc distribuer des dividendes à ses actionnaires, tout à fait normal. Ce qui amène quelquefois ces entreprises à ne pas prendre en compte les desiderata, si vous me permettez le terme, des consommateurs finaux. Alors que nous savions que pour ce qui concerne les biens, de la réalité, tout simplement, du pouvoir d'achat. Si les gens n'ont pas les moyens d'investir plus que ce qu'ils mettent déjà, ils ne pourront plus payer les services. Tout à fait. Et surtout quand vous prenez les secteurs sociaux, tels que la santé, tels que l'éducation, je ne pense pas que ces secteurs peuvent être gérés sous la forme de secteurs entièrement marchands. Parce que la question de la subvention intervient, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Regardez un peu le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Qu'on le veut ou pas, on a toujours des subventions de l'État. D'ailleurs, dans certains pays occidentaux, l'éducation est pratiquement gratuite au primaire, au secondaire. Quand on regarde un peu le système de subventionnement de la santé dans ces pays, l'État intervient. Donc je crois qu'avec la privatisation, on s'est rendu compte que tous les secteurs ne pouvaient pas faire objet de privatisation. Il a fallu donc revoir le schéma. Et parmi donc les alternatives proposées, on peut donc citer effectivement le partenariat public-privé, qui est une association entre le secteur privé, le secteur public. Mais avant que nous y arrivions, quelle différence sémantique faites-vous entre la privatisation pure et dure et le partenariat public-privé qui se ressemblent? Pour moi, ce sont des frères siamois. Oui, c'est vrai, on peut le dire tel, mais en réalité, lorsque vous regardez de très près, comme je l'ai dit tantôt, dans la privatisation, vous avez un transfert de propriété. Et le privé à qui on transfère la propriété devient gestionnaire de cette infrastructure, gère l'infrastructure suivant ses objectifs propres à lui et vise la maximisation du profit, la distribution de dividendes, c'est normal, hein, à ses actionnaires. Alors que quand vous venez dans le cadre du partenariat public-privé, que vous le voulez ou pas, vous avez une implication du secteur privé, puisqu'on parle d'association. Et dans l'association, il y a ce qu'on appelle la théorie des parties prenantes. Vous avez plusieurs parties prenantes. Dont l'État. Dont l'État. Et chacune des parties prenantes a un objectif bien précis. Si je reviens par exemple au niveau de l'État, l'objectif d'un État dans le cadre d'un projet ou d'un partenariat public-privé est de minimiser les coûts, maîtriser les délais, avoir une infrastructure de qualité, pouvoir répondre aux besoins des consommateurs et surtout des plus fragiles de la société pour ce qui concerne les secteurs sociaux tels que l'éducation, tels que la santé. Lorsque nous prenons le privé, son objectif est de maximiser son profit, d'avoir des retours sur investissement. Et j'associe, pour ce qui me concerne, une troisième partie prenante qui est en fait l'utilisateur, le consommateur final comme vous et moi, qui recherche des services de qualité au moindre coût. Donc dans le partenariat public-privé, on va essayer de combiner tous ces objectifs pour faire en sorte, théoriquement, je dis bien théoriquement, que chacune des parties prenantes puisse se retrouver dans le processus. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que dans mes recommandations, j'ai proposé qu'on tienne compte dans les phases ex-ante des études des préoccupations fondamentales des utilisateurs finaux. Comment est-ce que... Parce que je voudrais que nous soyons concrets. Allez-y. C'est très bien de développer toutes ces théories, mais est-ce que quand on privatise, l'État est dépossédé de son bien en tant qu'entreprise, et quand on fait un partenariat public-privé, il est dépossédé, mais il a encore la capacité de dire quelque chose et même d'influencer la politique des nouveaux repreneurs? Ok. En principe, dans la privatisation, l'État est dépossédé et le bien est transmis au privé. Même si le plus souvent, on l'a vu dans le cas de certaines banques en Afrique, le plus souvent, vous avez toujours une clause qui dit au nouveau repreneur qu'en cas de cession, il doit demander au préalable l'avis de l'État qui lui a cédé l'infrastructure, qui lui a cédé le bien, qui lui a cédé la propriété. C'est la clause du premier refus? Exactement. Oui. Mais dans le partenariat public-privé, c'est vrai que la question qui se pose le plus souvent, c'est la propriété de l'infrastructure, la propriété de l'entité. Et vous avez des clauses qui définissent clairement cette propriété. Et le plus souvent, je dis bien, le plus souvent, l'infrastructure, objet donc du partenariat, va rester la propriété de la partie privée jusqu'à la fin du contrat. Et vous avez des clauses qui définissent un peu
les modalités de gestion à la fin du contrat. Et le plus souvent, je dis bien le plus souvent, le bien est remis à la partie publique à la fin du contrat. Et en retour, il va s'engager à verser justement des commissions. Il va s'engager donc à verser un montant qui sera fixé au moment de la signature du contrat à la partie privée. Mais quelquefois, vous avez des contrats dans lesquels aussi on vous dit que le privé reste entièrement propriétaire de l'infrastructure. Mais ce qui est intéressant dans les partenariats publics-privés, vous avez cette implication de la partie publique dans la gestion de l'infrastructure. Quand je dis implication, elle ne vient pas pour donner des ordres, non, mais vous avez des critères de performance qui sont définis à l'avance. Il y a une sorte de feuille de route qui est définie. Exactement. Et un contrat de performance sur lequel on s'entend. Sur lequel on s'entend. Et la partie publique fera en sorte pour s'assurer que ce contrat de performance est respecté. Elle fera en sorte pour s'assurer que ce code, les modalités d'entente sont respectées. Et je pense qu'il y va de son intérêt. Et justement, dans les clauses du partenariat public-privé, le plus souvent, vous verrez que la partie publique soit fera des avantages sous forme d'exonération fiscale à la partie privée, ça c'est assez fréquent, soit apportera de la liquidité, de l'argent frais à la partie privée pour pouvoir compenser son manque à gagner. En contrepartie, justement, il sera demandé à cette partie privée de respecter les clauses du contrat, de respecter les critères de performance. Donc vous voyez que là, vous avez une certaine implication, qu'on le veut ou pas, de la partie publique. Qui apporte de l'argent, le plus souvent, surtout en Afrique, elle apporte toujours l'argent en Afrique, qui apporte des subventions, qui apporte des facilités au secteur privé. Donc, il va s'assurer que ces objectifs de développement en tant qu'entité publique sont pris en compte par le secteur privé. N'oublions pas que l'État, en tant que puissance publique, a des obligations vis-à-vis des individus comme vous et moi, vis-à-vis des contribuables. Et il va donc s'assurer que ces obligations sont respectées. Et comment justement le contribuable que vous et moi sommes peut avoir son mot à dire dans la gestion d'une entreprise comme la Société des autoroutes ici au Togo ou n'importe où ailleurs, où ce type d'infrastructure généralement est construit sur la base de partenariats publics-privés? La question est pertinente. Dans les montages partenariaux, vous aviez des clauses qui prévoit des révisions à mi-parcours, qui prévoit des révisions suivant des périodicités données et qui prévoit également des enquêtes, des sondages pour s'assurer justement que les objectifs assignés sont atteints. Si, justement, dans un contrat partenarial, on prévoit ces révisions à mi-parcours, pendant donc cette période, la période de révision, on peut s'assurer à travers des études qui seront commanditées, confiées à des cabinets qui vont donc faire des enquêtes et s'assurer que les indicateurs de performance sont respectés. Et pour s'assurer justement que ces indicateurs sont respectés, quelquefois ces cabinets seront obligés de faire des sondages. Et même le privé à qui on a confié un PPP, il fait assez souvent des sondages auprès des utilisateurs finaux. Et le plus souvent, je dis bien le plus souvent, dans la plupart des contrats, il est tenu de rendre public les résultats de ces sondages pour permettre à la partie publique de s'assurer que les objectifs préalablement définis au moment de la signature du contrat sont respectés. Donc la notion d'indicateur de performance est très importante dans la mise en œuvre d'un partenariat public-privé. Le suivi du respect de ces indicateurs est un élément crucial pour la partie publique. Et c'est à travers ce suivi, effectivement, que l'État peut s'assurer que ces objectifs, en tant qu'acteur du développement, sont respectés. Et quand on prend les infrastructures, pour les construire, le privé qui arrive, où est-ce qu'il trouve l'argent? Je sais que c'est votre société, entre autres, qui peut contribuer à cela, mais où est-ce qu'il trouve l'argent et qui est-ce qu'il endette? Il endette l'État ou il s'endette lui-même? Je dirais que tout dépend des modalités du contrat, tout dépend des clauses contractuelles, mais en général, le secteur privé qui arrive va mobiliser la ressource sous forme de fonds propres, oui, sous forme de dette. Et quand on parle de dette, le plus souvent, vous avez la dette bancaire, oui, la dette fournisseur. Vous avez également la dette par l'entreprise des marchés financiers. Et de plus en plus, effectivement, dans les montages partenariaux, des ressources sont mobilisées à travers le canal des marchés financiers.
vous avez des quasi-fonds propres, mais quelquefois, vous avez aussi des subventions reçues de la partie publique. Donc, c'est dire qu'on a une multitude de ressources financières qui va intervenir dans le financement du partenariat public-privé. Et c'est pour cette raison, justement, qu'en amont, il faut bien border les contrats. Il faut bien définir les modalités d'intervention des différents acteurs. Et il faut dire en dernier ressort, là c'est important, qui va rembourser les ressources qui sont mobilisées, notamment les ressources mobilisées sous forme de dette. Et dans le remboursement, le plus souvent, on vous dira soit que l'usager qui va donc utiliser l'infrastructure va payer des redevances. Et ces redevances vont servir à rembourser la dette. Les tickets d'autoroute, par exemple. Exactement. Et ces redevances vont servir également à assurer le fonctionnement de l'entreprise bénéficiaire. Mais par expérience, surtout en Afrique, il s'est toujours avéré que ces redevances ne sont pas assez suffisantes pour favoriser ou permettre le fonctionnement des infrastructures, ce qui amène les États à apporter de la ressource sous forme de subvention. Et la seconde modalité de paiement est ce qu'on appelle le paiement public. C'est-à-dire que l'État, la partie publique ou la collectivité publique va s'engager à verser, suivant des périodicités contractuelles, un loyer. Et c'est ce loyer qui va servir donc à amortir un peu l'exploitation du secteur privé. Nous avons un troisième schéma qui fait la combinaison de deux, c'est-à-dire le paiement de la redevance et le paiement du loyer par la partie publique. Voici un peu comment ces ressources permettent donc de pouvoir rembourser le service de la dette. Mais au-delà, vous avez la notion de compétitivité qui intervient. Parce que je vous ai dit tantôt, la partie publique qui accorde un contrat à un privé a pour un autre objectif de pouvoir mobiliser ou faire mobiliser des ressources à moindre coût. Ce qui veut dire que le privé qui arrive doit rechercher les modalités, les conditions de mobilisation à moindre coût des ressources, ce qui peut l'amener quelquefois à aller chercher des ressources auprès des banques multilatérales de développement. Je voulais justement en arriver là. Allez-y. Quand on parle aujourd'hui de financement des infrastructures sur le continent africain, tout le monde voit la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou alors la Banque africaine de développement. Quelquefois, la Banque ouest africaine de développement aussi font partie des partenaires qui apportent un peu d'oxygène, qui mettent de l'eau dans les pailles pour que ces financements puissent arriver jusqu'aux acteurs de la construction. Mais qui paye pour ça? Et quel est le rôle? Comment est-ce qu'on fait intervenir chacun des acteurs? Et quel rôle précis? Quel est le périmètre qui est accordé à chacun pour jouer sa partition? La question est à la fois intéressante et assez complexe. Qui paye pour ça? Le contrat dira qui paye pour ça. Mais comme je vous le disais tantôt, lorsque je regarde un peu dans le cadre de certaines infrastructures en Afrique de l'Ouest, quelquefois, la partie publique va mobiliser les ressources pour les remettre à la partie privée qui va réaliser l'infrastructure. Là, c'est des cas exceptionnels qui ne rentrent pas forcément dans la logique du PPP tel que conçu initialement. Oui. Mais nous l'avons vu en Afrique de l'Ouest et je pense que c'était des cas d'école lors de la mise en œuvre des premiers PPP tels que nous les connaissons. C'est la partie publique qui allait mobiliser des ressources ou qui accompagnait la partie privée dans la mobilisation de ressources pour la réalisation de l'infrastructure. S'il accompagne, est-ce que ça reste un partenariat public-privé? Mais si. Parce que c'est comme si vous aviez un donneur d'ordre qui vous disait « Je voudrais que vous me fabriquiez ce livre dans 15 jours ». Vous dites « Ok, je peux le faire, mais je n'ai pas d'argent pour ». Il vous apporte l'argent pour. Ce n'est plus un partenariat, c'est une commande. Non, c'est un partenariat. Il vous apporte l'argent. Mais qui réalise l'infrastructure? Qui exploite l'infrastructure? Qui assume le risque commercial de l'infrastructure? Mais celui qui paye. Non. Celui qui paye, pas celui qui construit. Non. Sa responsabilité est engagée uniquement parce que, vu qu'elle l'a fait, il y a des garanties qu'elle doit fournir. C'est comme si vous achetiez votre montre. Il y a une garantie. Au bout de 2 mois, si elle tombe en panne, vous remontez chez le constructeur. Qu'est-ce qui se passe? Et il répare votre montre. C'est pareil avec ce livre qui serait fait par un éditeur. Il le fait, vous le payez, vous êtes en droit de lui demander de garantir. Oui, justement, revenons. Il le fait, je le paye, et je suis en droit de lui demander de garantir, oui, mais j'assume ma responsabilité en écrivant. Oui. Et d'ailleurs, l'éditeur le dira, que je suis entièrement responsable du contenu. Absolument. Si un jour il y a plagiat,
c'est bien moi qui répondrai et non l'éditeur. C'est sûr. Revenons donc dans le cadre Là, c'est la propriété intellectuelle. Exactement. Oui. Mais revenons dans le cadre des partenaires publics-privés. Justement, Oui. dans la clause contractuelle, on dirait en fait les responsabilités des uns et des autres. Et le privé, le plus souvent, ne va pas seulement se contenter de construire, non, on va lui demander d'exploiter. Et à partir du moment où il exploite, il va assumer un risque. D'accord. Le risque d'exploitation. Et n'oublions pas que pendant la phase d'exploitation, je dis bien pendant la phase, et tout dépend du type de PPP, il est entièrement responsable de l'infrastructure, il est entièrement responsable des services proposés, il joue sa crédibilité en proposant des services, il joue son expertise en proposant des services. Donc, quelque part, il assume ce risque, qui est assez important. Et il fera en sorte que l'infrastructure génère des revenus pour permettre le remboursement du service de la dette. Surtout si la clause prévoit justement des paiements de redevances par les usagers, lesquels redevances sont collectées par le privé et qui vont servir donc à rembourser. Mais là où je suis entièrement d'accord avec vous, dans les premiers cas de PPP que nous avons vus, où la partie publique mobilisait des ressources et les remettait à la disposition de la partie privée, la partie publique donc à la partie privée, c'est vrai que la question se posait en ce qui concerne le risque de remboursement. C'est vrai que et même le risque de surendettement, parce que si on s'endette et qu'on aligne les endettements, ça fait du surendettement. Oui, c'est vrai que la question se posait, mais aujourd'hui, avec les retours d'expérience, et justement j'en parle, et c'est ça aussi l'avantage un peu de ces montages partenariaux, vous avez des retours d'expérience qui sont faits assez périodiquement, et avec ces retours d'expérience, on se rend compte que de plus en plus les États responsabilisent les parties privées. On va leur demander d'aller chercher elles-mêmes la ressource, de venir réaliser, d'exploiter et d'assurer le remboursement. Les États s'engagent juste en disant ceci, je m'engage en tant qu'État à confier à l'entreprise X tel marché. Je l'autorise à aller chercher les ressources pour réaliser l'infrastructure, l'exploiter. Là, nous sommes dans du partenariat. Exactement. Oui. Et avec le temps, c'est ce qui se passe. Il y a eu des retours d'expérience qui ont permis de comprendre un peu ce qui a bien fonctionné de ce qui n'a pas bien fonctionné et de réorienter un peu, un tant soit peu, je dirais, la philosophie des partenariats publics-privés. Ne vous trompez pas, même en Occident, on a vu des cas de PPP où pratiquement la partie publique était l'acteur principal, la partie publique remettait les ressources, et après, ça posait problème. Prenez un peu les contrats partenariaux dans le domaine des collectivités en France. On a vu un certain nombre d'échecs, en fait. Mais aujourd'hui, avec les retours d'expérience, je pense que de plus en plus, les États font attention, de plus en plus, les critères de sélection des parties privées sont assez rigoureux. Et même les modalités de financement commencent à être rigoureux. Et je pense que c'est ce qui est intéressant, selon moi, et édifiant dans ce processus de PPP. Et souvent, quand on parle également de partenariat public-privé, dans mon esprit, et je pense que c'est la même chose pour la plupart des gens qui nous suivent, cela signifie investissement direct étranger. Ça veut dire qu'il y a des étrangers qui viennent mettre des fonds dans nos économies pour les développer. C'est une vision erronée ou nous sommes dans le vrai en pensant cela? Je dirais que généralement, c'est vrai que les projets, pour ce qui concerne les pays africains, nos projets PPP sont des projets initialement fortement capitalistiques qui nécessitaient la mobilisation de ressources importantes, lesquelles ressources ne pouvaient être mobilisées uniquement au sein de nos États. Et donc, ce qui nécessitait forcément l'implication des bailleurs de fonds. Et cette implication, moi, je l'ai bien appréciée. Parce que ces bailleurs internationaux, ces investisseurs étrangers internationaux qui viennent, qui apportent la ressource, apportent aussi le plus souvent le conseil. Et cet aspect conseil, nous avons tendance à l'oublier. Ils apportent un savoir-faire. Oui. Ils apportent un accompagnement au porteur de projet dans sa mise en œuvre. Cela dit, il n'y a pas de transfert de technologie. Il y a peut-être des transferts qui partent de nos pays vers l'extérieur en termes de remboursement. Mais est-ce que cela se matérialise également par un transfert de compétences, comme vous dites, et un transfert de technologie aussi? Oui, quand il parle de conseil, c'est quelque part un transfert de compétences. Oui. En termes de management, un transfert de compétences en termes de bonne gouvernance, un transfert de compétences en termes de montage financier, montage institutionnel des projets. Et je pense que nous avons beaucoup bénéficié de cet apport des investisseurs étrangers, il faut le dire. Maintenant, pour ce qui concerne la partie liée au transfert de technologies,
En temps normal, en principe, hein, les clauses le prévoient. Un bon PPP qui est monté nécessite forcément un transfert de technologie au profit donc des acteurs locaux. Le clause le prévoit et je pense que ça se fait, je pense que c'est bien respecté. Il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. J'aimerais qu'on parte sur les recommandations qui sont contenues dans le livre d'ailleurs. Je rappelle le titre, hein, Financement et gouvernance des infrastructures via les partenariats publics-privés, menaces et perspectives dans le contexte de l'Afrique subsaharienne. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour optimiser l'apport des partenariats publics-privés dans le financement des infrastructures en Afrique? Peut-être avant de répondre rapidement à la question, je dirais que la leçon que nous avons tirée globalement de la mise en œuvre des PPP entre 1999, 2001, 2002, nous avons pu constater qu'au début, le PPP était un moyen pour les États de pouvoir mobiliser des ressources et d'en disposer. Mais nous avons vu effectivement qu'il y a eu pas mal de faiblesses dans la mobilisation de ces ressources. Et comme nous avons dit tantôt, nous avons pu constater que les privés n'étaient pas très impliqués en termes de gestion du risque lié à la mobilisation du financement. Mais aujourd'hui, je crois que cette situation a beaucoup évolué. Je crois qu'avec l'appui des partenaires multinationaux de développement, avec l'appui des bailleurs de fonds internationaux, sur ces aspects, de plus en plus, les États font beaucoup attention. Et ce qui fait que le PPP n'est plus systématique comme il était de par le passé. Revenant sur les critères de réussite, les facteurs clés de réussite, nous pouvons en citer un certain nombre. Je vais parler d'abord du facteur institutionnel. Je pense qu'on en parle à l'ouvrage. Il est normal, ici, de mettre en place un cadre institutionnel favorable à la mise en œuvre du PPP. C'est-à-dire? De par le passé, on n'avait pas ce cadre. Quand je parle de cadre favorable, une loi, par exemple, qui va définir la notion de PPP, qui vous dira comment mettre en œuvre un PPP. Ça, c'est important. Il faut définir les ministères publics qui seront donc impliqués dans la mise en œuvre et dire les responsabilités de ces ministères. C'est assez important. Il faut dire comment se fait le choix d'un PPP dans un État. Vous voyez? Donc, ce cadre institutionnel, il faut le mettre en place. Il faut qu'un investisseur qui arrive sache un peu la procédure à suivre, connaisse les différents acteurs et sache les process. Là, c'est très important. Et il faut qu'on ait une loi et que cette loi soit connue de tous et soit validée. C'est très important. Outre le cadre institutionnel, il s'est avéré que la stabilité sociopolitique est un élément assez important dans la mise en œuvre. Parce que pour attirer un investisseur, que ce soit national ou bien étranger, il faut d'abord lui donner les conditions d'une stabilité sociopolitique pour qu'il puisse réaliser un investissement et tirer les bénéfices de cet investissement. Au-delà de la stabilité sociopolitique, nous avons la stabilité macroéconomique. Il faut avoir un cadre macroéconomique stable, fiable, qui puisse sécuriser, qui puisse attirer. Le cadre juridique est également assez important. Parce que l'investisseur qui vient veut s'assurer qu'il est protégé. Et qu'en cas de litige, il peut bien défendre ses intérêts, il peut bien défendre ses droits. La fiabilité du système bancaire, du système financier, pour nous, est un élément assez important. Si vous évoluez dans une monnaie qui n'est pas assez crédible, qui n'est pas assez fiable, vous aurez de la peine à pouvoir attirer le secteur privé. Ça, c'est important. Donc, le système financier est un élément important. L'étude a démontré que nous avions également un certain nombre d'indicateurs, de critères qui pourraient être favorables à la mise en œuvre des PPP. Prenons par exemple le cas de l'indicateur niveau de revenu. Plus le niveau de revenu d'un pays est important, plus sa propension à pouvoir développer des PPP est assez important. Parce que quand le niveau de revenu est élevé, la consommation suit, la consommation est également élevée. Alors que quand on parle de partenariat public-privé, donc on parle d'infrastructures à mettre en place, on parle donc de consommation de ces infrastructures et qui consomment? Ce sont des clients, ce sont des consommateurs comme vous et moi. Donc le niveau de revenu est un élément assez important. La taille de la population. Prenez un pays comme le Nigeria, qui a une population assez dense. Vous verrez également que dans ce pays, la consommation est très élevée. Donc la taille de la consommation de la population est également un critère assez important. L'étude a également jumelé à la fois la taille de la population et la taille du revenu comme étant aussi un critère important dans la mise en œuvre des partenariats publics-privés. Mais il y a eu un paradoxe. Je vous ai parlé tantôt de la stabilité sociopolitique.
qui est un critère assez important qui puisse attirer des investisseurs. Bon, on a vu le cas de certains pays où cette stabilité sociopolitique qui apparemment était défavorable, je dis bien apparemment défavorable, qui a attiré des investisseurs, c'est vrai, c'est rare, mais vous avez aussi des investisseurs qui aiment ce type de situation. Des zones à risque. Des zones à risque. On en trouve, pas nombreux, mais on en trouve. Ça a été donc un paradoxe. Oui, mais c'est une réalité aussi qu'on a pu constater dans la mise en œuvre donc, de l'ouvrage. Mais est-ce que cela signifie que des pays de petite taille, avec de faibles populations, ne peuvent pas prétendre tirer tout le bénéfice que proposent les partenariats publics-privés? Nous avons vu que généralement ce type de partenariat nécessite des ressources assez importantes. Ce qui veut dire que les pays qui les mettent en œuvre doivent avoir la capacité de pouvoir honorer leur engagement. Doivent démontrer l'existence d'un marché national à même de... La ZLECAf va faire que tous les pays africains le deviennent. La mise en œuvre de la ZLECAf, oui, où de plus en plus de pays adhèrent, rendra la taille critique beaucoup plus souple. Même quand on n'a pas une grande population, on saura qu'on peut compter sur les voisins. Et justement, permettez-moi de revenir sur deux aspects que je développe dans l'ouvrage. Oui. J'ai proposé de mettre l'accent sur ce qu'on appelle les projets régionaux. C'est-à-dire les projets qui vont concerner non pas un seul pays, mais plusieurs pays. Et si effectivement on arrive à mettre en œuvre ces projets régionaux, on peut résoudre cette problématique que vous posez en fait, des pays de petite taille, oui, et à revenus très faibles, à faible revenu. Oui, oui, exactement. Oui. Et deuxièmement, nous avons démontré que jusque-là, ce que nous constatons, ce sont des PPP infrastructurels qui nécessitent, je le dis encore, beaucoup de revenus. Ce sont des projets fortement capitalistiques. Nous avons recommandé la mise en œuvre de projets entre guillemets à taille humaine. Ça veut dire quoi? Construire par exemple un marché de quartier sous la forme de partenariat public-privé. Construire un dispensaire d'un quartier sous la forme de partenariat public-privé. Ce sont des initiatives que nous avons proposées, ce qui va donc nécessiter de redimensionner le montage de ces projets, de trouver des acteurs locaux à même de pouvoir les mettre en œuvre. Nous sommes allés très loin dans nos recommandations. Dans les pays en proie à l'insécurité, tels que le Burkina, tels que le Mali, tels que le Niger, on a pu constater, et également le Tchad, quand vous allez un peu en Afrique centrale, vous avez des pays comme le Congo, on a pu constater aussi que le plus souvent, l'insécurité a été liée, pas toujours je dis bien, mais le plus souvent, ou quelquefois, je dirais bien quelquefois, cette insécurité a été liée à l'absence de l'État dans des zones bien précises. Nous avons dit ceci, et d'ailleurs nous avons fait un article scientifique à l'issue de cet ouvrage. Notamment aux confins des pays, quand on se trouve dans une zone frontalière à l'extrême, au nord, au sud ou ailleurs. Exactement. D'ailleurs nous avons fait un article scientifique à l'issue de cet ouvrage pour expliquer que pour ces pays bien donnés, et notamment pour ces zones concernées, une fois que ces zones sont reprises par les États des mains des terroristes, nous avons proposé qu'ils puissent développer des initiatives infrastructurelles et confier la mise en œuvre de ces infrastructures aux populations locales. Accompagner ces populations locales... C'est une forme de décentralisation, en quelque sorte. Exactement. Exactement. Accompagner ces populations locales dans la gestion de ces infrastructures. Et comme elles sont donc des populations locales, elles connaissent bien le terrain, elles seront en mesure de mieux gérer et elles seront plus intégrées qu'un investisseur qui viendrait d'une autre zone pour pouvoir réaliser ces infrastructures. Autre question, pendant que nous y sommes, et nous avons débordé, mais on continuera quand même. Sujet intéressant. Oui, oui. Autre question, la plupart du temps, quand nous parlons de l'endettement de nos pays, c'est auprès de partenaires traditionnels, qui peuvent être la France, l'Angleterre, les États-Unis ou l'Union européenne de façon plus générale. Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres moyens de se financer et de financer les économies sans passer par la Banque mondiale, sans passer par les partenaires techniques et financiers internationaux traditionnels? Mais quand on parle de l'endettement d'un pays, je crois savoir sans être économiste que certes, l'essentiel de cet endettement vient des partenaires locaux et traditionnels, comme vous avez dit. Oui. Mais vous avez aussi l'endettement vis-à-vis des fournisseurs locaux. Le commerçant qui vend, je dis n'importe quoi, des fournitures de bureau à un ministère et qui est remboursé un an après, que vous le voulez passer une dette. Donc l'endettement ne prend pas en compte seulement que ces partenaires internationaux. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, on le voit, et il est question de diversifier
ces sources d'endettement, et mieux, de faire en sorte pour valoriser la production locale et réduire ainsi les importations en vue de développer nos économies locales. Et je pense que si nous parvenons à développer ces économies locales, à réduire ces importations, quelque part, on pourrait réduire ces engagements financiers aussi vis-à-vis de ces partenaires internationaux. Parce que ces engagements permettent aussi d'importer des biens et des services. Oui. Et ont un impact sur la gestion de la devise. Ce sont des questions assez importantes. D'où la nécessité donc de valoriser l'économie locale, de valoriser les industries de production locale. Et ce qui m'amène encore à revenir sur de valoriser même des partenariats publics-privés de type local et de favoriser l'émergence de nouvelles industries, tenant compte de nos réalités, ça c'est aussi important, il ne suffit pas juste d'importer, oui. Et tenant compte de nos marchés. Oui. Ce que je voulais vous demander, c'est qu'on parle souvent, on met souvent en compétition les virements ou les transferts d'argent en provenance de nos diasporas et le financement en provenance des partenaires bilatéraux ou multilatéraux. Et on se dit que souvent ce volume de transferts ou de virements est beaucoup plus important. Des fois on dit 4, d'autres fois 5, voire plus, que la diaspora finance beaucoup plus que les partenaires traditionnels. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver à structurer ces financements pour faire qu'ils soient des éléments de développement ou de financement de nos infrastructures moins contraignants que ne l'est le financement par les partenaires traditionnels? Est-ce que pour ça, il faut passer par la bourse? Est-ce qu'il faut passer par d'autres véhicules? Qu'est-ce que vous proposez? Merci beaucoup. Je vois bien la question. D'abord, il faut dire que le sujet est assez complexe. Hein. Les transferts donc, de la diaspora, c'est un sujet assez complexe. Et vous verrez que ces transferts servent d'abord au fonctionnement des ménages dans la plupart de nos pays, mais également servent aussi à l'investissement. Et d'ailleurs, de plus en plus dans nos pays, vous avez des instruments financiers qui sont mis en place pour pouvoir capter les ressources de la diaspora en vue de pouvoir investir dans l'économie, en vue de pouvoir investir pour créer de la valeur ajoutée. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pourrait, de mon point de vue, résoudre cette question. Elle demande vraiment une réflexion approfondie. Mais je crois qu'il faut la commencer, parce que si on reste sur le schéma du partenariat public-privé tel que nous le vivons aujourd'hui, la plupart de nos pays ont des problèmes d'acquisition de devises très importants. Non, mais elle a déjà commencé. La preuve, vous avez des banques locales dans nos pays qui vont donc en Italie, qui vont en Europe, qui vont aux États-Unis pour mobiliser les plans de la diaspora. On le voit. Vous avez même des banques qui vont d'un pays mais ça reste très timide. Tel que le Sénégal vers la Côte d'Ivoire ou le Burkina vers la Côte d'Ivoire pour mobiliser un peu l'épargne de la diaspora. Ça reste timide. Ça reste timide, mais c'est une réflexion qui a commencé, qui est en train de se structurer. Et c'est pourquoi je dis qu'elle va prendre du temps, parce qu'il faut voir un peu les différents schémas, il faut voir les avantages, les inconvénients, et il faut voir aussi la réglementation des pays d'où viennent ces ressources. Il ne faut pas aussi qu'on se flatte. À un moment donné aussi, ces pays peuvent mettre des barrières, ça c'est normal, hein, parce que chacun défend donc ses intérêts. Et il faut également réfléchir sur le type d'instruments à mettre en place. C'est vrai, aujourd'hui même au niveau des marchés financiers, les gens commencent à y réfléchir. Je vois des gens qui parlent quelquefois de diaspora bonds, donc des bons ou des obligations de la diaspora. Et je crois que même au niveau de la France, voire de la Banque mondiale, il y a aujourd'hui un accompagnement de ce type d'investissement qui est mis en place. La France défiscalise un certain nombre de choses. La Banque mondiale propose des rencontres pour y réfléchir. Donc, c'est quelque chose qui est sur le marché. Oui, mais c'est une initiative que je dirais, la réflexion est assez nouvelle, même si la pratique a précédé. La réflexion est assez récente et je pense qu'elle va prendre du temps. Il faut bien la mûrir. J'adhère à cette réflexion. Et en tant que justement société d'intermédiation financière, je pense que par ce canal, effectivement, on peut mobiliser la ressource. Mais ce n'est pas de jour au lendemain qu'on va pouvoir mobiliser une ressource assez importante par ce canal pour l'injecter dans nos économies. Et tel que vous l'avez dit, à travers des investissements, ça va prendre du temps, oui, et il faut approfondir la question. C'est une belle initiative, mais au-delà de ces financements de la diaspora, de cette épargne de la diaspora, je pense qu'il faut mener une réflexion globale en fait. Et là, je vous rejoins.
pour voir comment financer les économies africaines. Il faut que la réflexion soit globale. Il faut trouver les différentes pistes, en fait, qui vont nous permettre, donc, nous, Africains, d'avoir donc des économies très compétitives. Et ce qui amène effectivement à réfléchir sur les relations avec les différents partenaires que nous avions. Ce qui même amène à réfléchir sur la restructuration de nos économies. Je dis bien la restructuration de nos économies. C'est une question dont la mise en œuvre pourrait prendre du temps, qui nécessite une implication de tous. Et je me dis peut-être que dans les 5-10 ans à venir, on aurait des pistes assez intéressantes. Aujourd'hui, c'est vrai, la réflexion a commencé, elle est timide. Les fonds mobilisés, certes, sont plus ou moins importantes, mais leur injection dans l'économie telle que nous le disons, je pense qu'il faut y réfléchir encore. Mais c'est une piste à regarder. Mais au-delà même de cette piste, vous avez par exemple la finance islamique, oui, également, qui est une piste qu'on commence à regarder depuis un certain temps pour injecter de la liquidité dans nos économies. Au-delà de la finance islamique, tout ce qui est finance durable, aujourd'hui, est également une piste qu'on commence à regarder. Oui, il faut bien regarder. Et en plus, les caisses de dépôt et consignation, si vous avez remarqué, qui mobilisent donc l'épargne intérieure pour financer l'investissement, financer nos économies, sont également un nouveau mécanisme pour le contexte africain qui est développé et qui est bien apprécié. Donc, c'est dire, in finish, qu'il faudra réfléchir globalement, voir le problème de sa globalité et trouver les différentes pistes en vue de favoriser un financement compétitif de nos économies. Merci. Vous parliez de belles initiatives tout à l'heure. Il y en a une dont vous êtes à la commande. C'est une rencontre qui a lieu à Ouagadougou sur la question des bourses, je pense. Oui. Les 27 et 28 février, effectivement, nous organisons à Ouagadougou un forum international sur l'investissement boursier que nous avions intitulé « Marché financier, digitalisation, financement des infrastructures, crise de liquidité ». Et l'objectif donc est de réunir des acteurs nationaux, internationaux autour de la problématique des marchés financiers et voir comment ces marchés peuvent être un levier de développement, un levier de mobilisation de ressources au profit donc de nos économies, et voir comment ces marchés peuvent être, je dirais, une source alternative de placement de l'excédent de trésorerie que nos ménages ont. La question, nous voulons donc l'approfondir compte tenu donc du contexte actuel. Et il est prévu en principe à ceux qui voudraient intervenir à distance. Nous avons prévu également des liens qui vont permettre par exemple à vous de pouvoir suivre à distance, de pouvoir intervenir. Mais l'idéal est de se retrouver à Ouagadougou et à Bravia Hotel et pendant 2 jours pour approfondir la question. Nous avons déjà des intervenants de haut niveau qui ont marqué leur intérêt à venir pour contribuer donc à la réflexion, surtout en ces temps où nous parlons de crise de liquidité, en ce temps où nous parlons de tension de liquidité, en ce temps où vous avez pas mal de questions autour de la finance nationale et internationale. Surtout que les États du Sahel ont décidé de quitter la CEDEAO. Ils n'ont encore rien dit sur l'UEMOA, mais il y a un risque quand même que les deux se produisent. Vous êtes optimiste par rapport au climat que cette déclaration de départ des États du Sahel peut créer? La question est complexe. Pour le moment, j'évite de trop me prononcer là-dessus parce que je ne maîtrise pas les tenants et aboutissements de ce choix. Mais je dirais que compte tenu de l'évolution de l'actualité de la zone, je ne suis pas très surpris de ce qui s'est passé, en fait, du choix de ces États de se retirer. Quand on regarde un peu la tension qui existait entre la CEDEAO et ces États, quand on regarde un peu les débats sur la place publique de part et d'autre, je ne suis pas étonné, mais je crois qu'on trouvera rapidement une solution. Pour les maintenir ou pour qu'ils restent dans l'autonomie telle qu'ils le souhaitent en se retirant de la CEDEAO, voire de l'UEMOA? Pour moi, ce qui compte, c'est de trouver une solution qui convient à tous.
Et maintenant, quelle est la solution qui convient à tous? Je ne saurais le répondre aujourd'hui, compte tenu du fait que je n'ai pas tous les paramètres entre mes mains. Mais c'est l'occasion de dire que le ministre des Finances du Burkina a marqué son accord justement pour parrainer ce forum. C'est l'occasion donc de l'en remercier. Mais je dirais que cette initiative a été prise pratiquement depuis la fin de l'année 2023. Donc elle n'a aucune relation avec ce retrait. Mais je dis une fois de plus que la question est sensible, certes, elle est intéressante. Et nous attendons de voir un peu les résultats avant de pouvoir nous prononcer. Merci encore, monsieur Coubeterzier, Constantin Dabiré. Je rappelle que vous êtes auteur de Financement et gouvernance des infrastructures via les partenariats publics-privés. C'est sous-titré Menaces et perspectives dans le contexte de l'Afrique subsaharienne. C'est aux éditions Management et Société. Merci beaucoup d'être venu au micro de New World Economy et bonne chance pour votre rencontre de Ouagadougou. Merci beaucoup et je pense que le débat a été intéressant et je suis encore disposé à passer vous voir pour échanger. J'ai bien apprécié la qualité des échanges. Merci beaucoup et merci à vous également d'avoir suivi. Merci à l'équipe technique, merci à vous qui avez pris de votre temps pour nous accorder votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk. À bientôt.